13 juin 1977, Oklahoma. Au cœur de la nuit, dans un camp de scouts pour jeunes filles, 3 enfants dorment sous leur tente. Au matin, leurs corps sont retrouvés. Assassinés, ligotés, massacrés. Ce lieu, appelé Camp Scott, allait devenir le symbole de l'horreur et de l'impuissance. 3 fillettes, 3 vies fauchées, et un mystère qui, près d'un demi-siècle plus tard, hante encore les bois de Locust Grove. Camp Scott, c'est un endroit paisible. Un sanctuaire niché au cœur des collines boisées du comté de Mays, en Oklahoma, près de la petite ville de Locust Grove. Un lieu géré depuis des décennies par les Girl Scouts of America, où des générations de jeunes filles sont venues chercher l'aventure, l'amitié et un contact privilégié avec la nature. L'air y est pur, embaumant le pin et la terre humide. Les journées sont rythmées par les chants, les rires d'enfants, les activités manuelles et les randonnées. C'est la promesse d'une semaine d'évasion, loin du quotidien, dans un cadre qui se veut avant tout sûr et bienveillant. Un havre de paix où les parents confiaient leurs enfants en toute confiance, imaginant leur soirée passée à griller des guimauves autour d'un feu de camp crépitant. Mais derrière cette façade idyllique, une ombre plane déjà. Quelques semaines avant l'ouverture du camp, lors d'une session de formation pour les moniteurs, un incident troublant a eu lieu. La tente d'un des moniteurs a été fouillée, et à l'intérieur d'une boîte de beignets vide, une note manuscrite a été découverte. Sur le papier, des mots griffonnés, menaçants, annonçant que 3 campeuses seraient assassinées. La direction du camp, pensant à une mauvaise blague, une farce de très mauvais goût, a décidé de ne pas prendre la menace au sérieux et de ne pas ébruiter l'affaire pour ne pas créer de panique. Une décision qui allait avoir des conséquences tragiques. Le 12 juin 1977, le premier jour de la session, le camp s'éveille au son du moteur d'un bus scolaire jaune. Plus d'une centaine de fillettes, âgées de 8 à 10 ans, descendant du véhicule, impatientes. Leurs visages rayonnent d'excitation et d'un peu d'appréhension. Elles installent leurs sacs de couchage et leurs affaires personnelles, découvrent les tentes en toile, montées sur des plateformes en bois et regroupées dans la zone appelée Kiowa Unit. Cette unité est organisée en un demi-cercle, avec la tente des monitrices d'un côté et les latrines de l'autre. Mais une tente se distingue des autres. À l'écart, au bout du sentier, la plus éloignée de la tente des adultes et la plus proche de la forêt dense et sombre qui borde le camp. La tente numéro 8. C'est la plus isolée, la plus vulnérable. Dedans, le hasard a réuni 3 enfants. Lori Lee Farmer, 8 ans, la plus jeune des 3. Cet été-là, elle hésitait. Elle avait le choix entre partir au camp ou suivre un programme de natation au YMCA local. Indécise, elle n'arrivait pas à se décider. C'est sa mère, pour l'aider, qui a finalement tranché en faveur du camp Scott, pensant lui offrir une expérience inoubliable en pleine nature. Un choix qu'elle dira plus tard, regretter amèrement, chaque jour, pour le reste de sa vie. Lori était une enfant joyeuse, pleine de vie, qui se faisait une fête de cette première grande aventure loin de sa famille. À ses côtés, Michelle Guse, 9 ans. Pour elle, Camp Scott n'était pas une découverte. C'était son 2e été ici. Elle y était déjà allée l'année précédente et en avait gardé un souvenir merveilleux. Elle avait adoré l'ambiance, les activités, les amitiés nouées sous les étoiles. C'est elle qui a insisté auprès de ses parents pour y retourner, désireuse de revivre la magie de l'été passé. Elle connaissait les lieux, les chansons, et se sentait déjà comme chez elle, prête à partager son enthousiasme avec ses nouvelles camarades de tente. Et puis, Doris Denise Milner, 10 ans, la plus âgée du trio. Elle, au contraire de Michelle, ne voulait absolument pas y aller. L'idée de quitter sa mère, de dormir loin de sa chambre, dans une simple tente en toile au milieu des bois, la terrifiait. Elle avait peur du noir, des bruits de la nuit, de l'inconnu. Mais sa mère, persuadée que cette expérience lui ferait du bien, qu'elle l'aiderait à surmonter ses peurs et à gagner en indépendance, l'a longuement encouragée. Elle l'a finalement convaincue de partir, lui promettant que ce serait une belle aventure, dont elle reviendrait grandie et fière. Doris a donc fait son sac à contre-cœur, emportant avec elle ses craintes et son anxiété. 3 fillettes, 3 personnalités, 3 histoires différentes. L'une poussée par sa mère, l'autre revenue par passion, la 3e convaincue malgré sa peur. 3 destins réunis par le simple hasard de l'attribution des tentes. Ce soir-là, alors que le ciel se couvre et que les premières gouttes d'un violent orage commencent à marteler la toile, elles s'installent pour leur première nuit. Elles ignorent que la menace,
autrefois simple blague sur un bout de papier, est devenue bien réelle. Et qu'elle rôde, tout près, dans l'obscurité grandissante, attendant que le camp s'endorme. Elles sont ensemble, dans la même tente, la même nuit, la dernière de leur vie. Dès la veille du drame, plusieurs animatrices remarquent des détails troublants. Des bruits autour des tentes, des sacs déplacés. Le lendemain, le camp commence normalement. 12 juin au soir. La chaleur retombe. Les fillettes participent à une veillée avant de rejoindre leur tente vers 21h30. Il pleut. Un orage s'approche. Les animatrices passent entre les tentes pour vérifier que tout va bien. Rien d'anormal. Dans la tente 8, Laurie, Michel et Denise rient encore, écrivent dans leur journal, s'endorment peu à peu sous le bruit du tonnerre. Vers minuit, plusieurs campeuses entendent des cris lointains. Un cri d'enfant, vite étouffé. Puis des bruits de pas. Une lampe torche qui passe entre les arbres. Mais la pluie masque les sons. Personne n'ose sortir. Les animatrices croient à des fillettes apeurées. Elles attendent l'aube. Le 13 juin, à l'aube. Une monitrice quitte la tente pour rejoindre les douches. Sur le sentier, elle aperçoit des sacs de couchage abandonnés. Elle s'approche et découvre les corps. Laurie, Michel et Denise. Ligotés, battus, les tentes couvertes de sang. Le camp se fige. Le cauchemar commence. Les responsables appellent les secours. La police arrive. Les fillettes sont évacuées en silence. Aucune explication. Certaines ne comprendront que bien plus tard ce qui s'est passé cette nuit-là. Les médias affluent. La nouvelle fait la une des journaux américains. Les parents, effondrés, réclament des réponses. Les enquêteurs fouillant le camp. Ils trouvent une lampe torche ensanglantée, une empreinte de bottes, des cordes identiques à celles utilisées pour ligoter les victimes et un drap maculé de sang. Les corps ont été déplacés hors de la tente. La scène du crime est chaotique, détrempée par la pluie. Mais un nom va vite émerger. Un fugitif, Gene Leroy Hart, 33 ans, évadé depuis 1973, condamné pour enlèvement et viol. Hart connaît parfaitement la région. Il est né à Locust Grove et s'est déjà caché dans les bois de Camp Scott. Des cheveux similaires aux siens sont retrouvés sur la scène. La police le désigne immédiatement comme principal suspect. Une chasse à l'homme commence. Pendant 10 mois, Hart échappe à toutes les patrouilles. Il se réfugie dans des grottes, aidé par des habitants de la communauté Cherokee. Les médias en font un monstre. Mais certains, dans la région, voient en lui un homme traqué injustement. Le 6 avril 1978, après une traque record, il est capturé dans une cabane isolée. Mars 1979, la petite ville de Pryor, en Oklahoma, devient le centre de l'attention nationale. Le procès de Gene Leroy Hart s'ouvre dans une atmosphère électrique. La salle d'audience est comble, chaque siège occupé par des journalistes, des membres de la communauté et des familles dévastées, tous suspendus à l'issue de cette affaire qui a traumatisé la région. Pour l'accusation, l'enjeu est immense, obtenir justice pour les 3 jeunes victimes. Pour la défense, il s'agit de sauver un homme que beaucoup considèrent déjà coupable. Le procureur présente un dossier reposant quasi exclusivement sur des preuves circonstancielles. Les preuves scientifiques, à l'époque, sont limitées. Les analyses de cheveux, présentées comme un élément clé, ne peuvent que suggérer une compatibilité avec ceux de Hart, sans jamais offrir de certitude. Les empreintes de pas retrouvées sur la scène de crime sont floues, dégradées par la pluie torrentielle de cette nuit tragique. Face à ces lacunes, l'accusation mise tout sur le passé criminel de Hart et le témoignage des enquêteurs, espérant que sa réputation suffira à convaincre le jury. La défense, menée avec pugnacité, contre-attaque sur chaque point. Elle dénonce un procès teinté de préjugés raciaux, soulignant que Hart, d'origine Cherokee, est jugé par un système judiciaire majoritairement blanc. Les avocats démontent méticuleusement la fiabilité des preuves, qualifiant les analyses de cheveux de science de pacotille. Après 2 semaines de débats houleux et de témoignages poignants, le jury se retire pour délibérer. Le 30 mars, le verdict tombe, stupéfiant l'assistance. Acquitté. Le jury estime que l'État n'a pas réussi à prouver la culpabilité de Hart au-delà de tout doute raisonnable. La salle explose en murmures d'incrédulité et de colère. 2 mois plus tard, Hart meurt d'une crise cardiaque pendant un jogging, dans la prison où il purgeait une autre peine. Il avait 40 ans. Pour beaucoup, justice n'a jamais été rendue. Pour d'autres, un innocent est mort accusé à tort. Mais pour les familles, seule reste l'absence. En 2008, les échantillons biologiques du crime sont réanalysés avec des techniques modernes. Les résultats ADN montrent que Gene Leroy Hart ne peut pas être exclu.
Mais les prélèvements sont trop anciens, dégradés par le temps. Le doute persiste. Officiellement, le dossier demeure non résolu. Un demi-siècle plus tard, l'affaire reste ouverte, sans coupable désigné. Le camp Scott ferme définitivement après le drame. Les installations se vident. La nature reprend ses droits. Aujourd'hui, les tentes ont disparu, mais la mémoire reste. Des familles déposent encore des fleurs près de l'entrée du site. 3 croix de bois rappellent les prénoms de Laurie, Michel et Denise. 3 petites vies qui ont changé le destin d'un pays. Le massacre du camp Scott n'est pas seulement un crime. C'est une blessure collective qui, des décennies plus tard, refuse de cicatriser. Pour la communauté de Locust Grove, pour les familles des victimes et pour l'organisation des Girl Scouts, cette nuit a tout changé. Le camp, autrefois un lieu de joie et d'insouciance, a fermé ses portes pour ne jamais les rouvrir, devenant un mémorial silencieux. 3 jeunes vies fauchées, une enquête controversée et un doute qui ne s'efface pas. Les questions hantent encore les esprits. Qu'aurait-on pu faire pour protéger Laurie, Michel et Doris? Pourquoi la lettre de menace, découverte quelques semaines avant le drame, n'a-t-elle pas été prise plus au sérieux? Était-ce une négligence fatale ou une simple sous-estimation du danger? Et surtout, la vérité a-t-elle vraiment été dite? Le procès de Jean Leroy Hart a laissé plus de questions que de réponses. L'accusation reposait sur des preuves circonstancielles, des analyses de cheveux aujourd'hui jugées peu fiables. La défense, elle, a soulevé la possibilité d'un coupable idéal, pointant les tensions raciales et la pression immense sur les enquêteurs pour clore l'affaire. L'acquittement de Hart n'a pas apporté la paix. Sa mort en prison peu de temps après a empêché toute nouvelle poursuite. Même les analyses ADN modernes, effectuées sur des preuves dégradées par le temps et la pluie de cette nuit-là, n'ont pas pu offrir de certitude. Elles n'excluent pas Hart, mais ne le désignent pas non plus comme le tueur. Le mystère reste entier, officiellement non résolu. Ces questions, c'est à vous d'y réfléchir. Pensez-vous que Jean Leroy Hart était coupable, malgré son acquittement? Ou croyez-vous qu'il a été la victime d'une justice trop pressée, laissant le vrai coupable s'échapper? Dites-le en commentaire, et partagez votre avis sur cette affaire qui continue de diviser. Abonne-toi à Crimissard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.